Tanguy, chers collègues du Rassemblement national. Je tiens à vous apporter mes plus sincères condoléances pour la mort ce soir du Rassemblement national comme parti d'opposition. Et je vous souhaite la bienvenue dans la coalition du gouvernement Barnier, parce que je rappelle que sur la flat tax, vous ne vous y étiez pas opposé en commission, vous avez sauvé le gouvernement Barnier tout à l'heure. Sur l'impôt universel, vous ne vous étiez pas opposé en commission, vous avez sauvé le gouvernement Barnier tout à l'heure. Vous le faites parce que vous êtes terrifiés à l'idée d'avoir à vous positionner sur une motion de censure à l'issue d'un 49-3. Vous êtes donc plus intéressés par votre survie politique que par la taxation des plus hauts revenus et par la justice fiscale. Quelque part, ça clarifie un peu le débat. Parce que regardez les bancs de la majorité, regardez-vous, chers collègues. Il n'y a plus personne, il n'y a plus qu'eux qui vous aident. Votre groupe, il est tout sec et tout maigre, on dirait un bâton, Justin Bridou. Écoutez, collègue Guiraud, c'est vous qui faites revivre les morts. Sans vous, monsieur Macron ne serait plus à l'Élysée. Sans vous... Votre propension systématique à trahir le peuple a fait revivre 60 députés de monsieur Attal. Peut-être même que sans votre musique pour faire réveiller les morts, Madame Borne ne serait plus parmi nous, la pauvre, elle serait plus là. Alors, aux insoumis, la Macronie reconnaissante. La question des retraités. La question de la désindexation ou du report de l'indexation, ça frappe l'ensemble des retraités, y compris les retraités les plus modestes, de facto. La vraie question, c'est donc à un moment, est-ce qu'on réintroduit ou pas de la justice fiscale et de la justice sociale, ou est-ce qu'on s'interdit par principe, par principe toute réflexion structurelle sur la question des retraités. En fait, c'est ça que vous nous dites ce soir, c'est que vous vous interdisez par principe toute réflexion sur le sujet, parce qu'en vérité, c'est un sujet électoraliste et que vous ne voulez surtout pas prendre le risque d'y aller. Ôtez-moi d'un doute, Madame Berger. La proposition de désindexer les pensions de retraite, elle n'a pas été faite par le nouveau Front Populaire, elle a été faite par le gouvernement de Michel Barnier, dont vous êtes un soutien. Et vous venez maintenant nous dire, vous avez le choix entre désindexer les pensions de retraite de tout le monde ou désindexer les pensions de retraite d'une partie de la population. Mais je vais vous dire une chose très simple, vous avez aussi un autre choix, c'est ne pas s'en prendre aux retraités et voter l'augmentation du taux sur la flat tax, par exemple. Votez une contribution plus importante sur les 0,1% des plus riches et ne faites pas croire qu'on a le choix entre la proposition de Madame Berger ou la proposition de Monsieur Attal ou la proposition de Monsieur Wauquiez ou la proposition de Monsieur Barnier. Mettez-vous d'accord entre vous, mais si vous voulez pas un budget qui s'en prend aux Françaises et aux Français, pas un budget de matraquage social, alors vous pouvez mettre à contribution les plus riches, tout simplement. Bon, d'abord, quand on entend Monsieur Bompard... Sur quel article, Monsieur Wauquiez, s'il vous plaît ? 38, Madame la Présidente. Quand on entend Monsieur Bompard faire des leçons sur le matraquage fiscal... Monsieur Wauquiez, ça n'est pas un rappel au règlement, vous intervenez sur le fond. Monsieur Wauquiez, je vous en prie, rappel au règlement. C'est extrêmement aimable de votre part, Madame la Présidente, de m'autoriser à faire un rappel au règlement, dont je vous rappelle qu'il est de droit, Madame la Présidente. C'est pour ça que je voulais accorder, Monsieur Wauquiez. Oui, enfin, visiblement, c'est assez difficile à obtenir un rappel au règlement, Madame la Présidente. Chers collègues, calmez-vous, chers collègues, s'il vous plaît. Et vous ne m'octroyez pas un rappel au règlement, je rappelle qu'il est droit pour les députés de l'hémicycle. Je voulais accorder, Monsieur Wauquiez. Dites-moi sur quel article vous vous basez. Article 100, Madame la Présidente. Je vous en prie. Merci beaucoup, c'est très aimable de votre part. Donc, je voudrais juste quand même revenir sur un élément dans le cadre de nos débats. Il est assez surprenant de voir sur les sujets de justice fiscale n'avoir qu'un seul axe pour l'instant sur toute une partie de l'hémicycle. Qui consiste s'il vous plaît. Qui consiste uniquement, dans le cadre du bon déroulé de nos débats, à ne voir les arguments de justice fiscale qu'à travers les augmentations d'impôts. Est-il utile de rappeler que dans un pays qui a le record des prélèvements obligatoires, il serait précieux de commencer par baisser la dépense. L'article 50 dit que l'Assemblée nationale se réunit le mercredi, le mardi, le mercredi, le jeudi, matin, après-midi et soir. Il y a une tentative de sabotage et de contournement de cet article. Les députés du socle majoritaire sont moins de 30. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils dénaturent, ils sabotent le débat budgétaire en ne venant pas assister, en ne venant pas contribuer à ces séances de débat budgétaire. Je tenais à le dénoncer.
Ce comportement est inadmissible et c'est une première sous la Ve République. Pour répondre à notre collègue... S'il vous plaît. Si, ça y est. S'il vous plaît. Pour répondre à notre collègue Amiel a la parole, Chenu, s'il que vous ce plaît. que nous souhaitons faire, en accord d'ailleurs avec la décision qui a été prise en conférence des présidents, c'est de pouvoir accélérer nos débats, qu'on puisse avoir la discussion sur l'ensemble du texte. Je S'il vous remarque qu'il y a plaît, des rappels au monsieur Amiel a règlement la parole. d'obstruction qui sont faits Merci. par le Rassemblement national. Bon, ils ont raison sur un point, c'est que le gouvernement sabote les débats, mais ils n'ont pas besoin d'être là puisque le RN vote toutes les mesures proposées par le gouvernement. Je vous remercie. Ça Donc, n'est y a pas pas de- un rappel. Présidente, moi je suis profondément choquée de ce rappel au règlement parce que les députés ont une liberté d'action. Les députés ont une liberté d'agir comme ils l'entendent. Tous les groupes sont ici représentés. Les amendements sont défendus. Vous avez très peu, mes chers collègues, d'amendements qui ne sont pas défendus. Depuis des décennies, le travail a été mieux rémunéré que le capital et la part du travail dans la valeur ajoutée a été réduite. Qui a déclaré ça, monsieur le ministre? Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. Et c'est en effet ce à quoi nous assistons. Nous assistons à un rationnement des salariés dont les salaires sont quasiment gelés quand ils ne diminuent pas depuis des années. Et de l'autre côté, à des actionnaires qui se gavent. Il suffit de lire les échos de mon ami Bernard Arnault. Qu'est-ce qui paraissait à la une en septembre, là? Les dividendes partis pour battre de nouveaux records. Le trimestre a été radieux. Les entreprises européennes ont versé 204 milliards d'euros à leurs actionnaires, soit une hausse de 7%. La France en tête des contributions européennes avec plus 0,8% par rapport à 2023, etc., etc. Et c'est record sur record de ce côté-là. Avec une double injustice. Évidemment, d'un côté, le travail, les gens qui se lèvent tôt, qui vont au boulot, sont moins payés que ceux qui font de l'argent en dormant grâce à leur compte en banque, d'une part, mais en plus, les actionnaires sont moins taxés aujourd'hui que ne le sont les travailleurs. Donc, le minima du minima, là, on nous propose un amendement de repli sur le relèvement de PFU avec l'amendement de repli Mattei, en mettant ce taux à hauteur de 35%. Je ne partage pas les mêmes opinions. Il n'y a évidemment aucun problème, au contraire. En revanche, est-ce que l'on peut quand même reconnaître ensemble qu'augmenter le taux d'un prélèvement obligatoire n'augmente pas nécessairement son rendement? Est-ce que l'on peut considérer qu'augmenter le taux d'un prélèvement obligatoire économique dans un pays à économie ouverte comme le nôtre ne fait pas systématiquement augmenter l'assiette, voire la fait réduire? Le rendement des revenus du capital taxé, dès la mise en place du PFU, a augmenté très fortement. Tout de suite, dès 2018, quelqu'un a cité le rapport France Stratégie, je vous cite la même source. Rapport France Stratégie, le produit fiscal issu de la mise en place du PFU est en très forte hausse. Évidemment, il y a eu un déstockage des dividendes, bien sûr, au début de façon plus importante qu'après. Ça a créé de l'investissement dans le pays. Bon. Pourquoi est-ce que vous ne vous posez jamais la question de comment est-ce qu'on a fait baisser le chômage dans ce pays de 2 points? Comment est-ce qu'on est passé de 9% à 7 points? Mais je n'ai jamais eu de réponse à cette question. Il y a quand même des images qui donnent le sourire. Monsieur le ministre, quand vous annoncez votre soi-disant baisse du chômage, il n'y a qu'une personne qui vous applaudit sur vos propres rangs, c'est l'ancien Premier ministre. C'est comme quand le cambrioleur laisse sa photo sur la scène de crime, hein. C'est le même effet. Vous nous dites qu'il n'y a jamais eu autant de rendement de capital depuis la flat tax. Mais ce qu'il n'y a jamais eu autant depuis la flat tax, c'est le versement des dividendes. Elle est là, la cause à effet. C'est que les dividendes ont fait x2 depuis que vous avez mis ce genre de dispositif. Donc évidemment qu'il y a un rendement qui est plus fort, mais c'est parce que le choix a été fait politiquement de favoriser les revenus du capital. Mais je crois que le débat sur la flat tax, comme la plupart des débats qu'on a eus, c'est la question de qui défend le budget du gouvernement Barnier ou pas. Il n'y a pas 36 choix à faire, puisqu'il faut faire des économies, c'est ce que vous nous avez dit. Ou bien on augmente les taxes sur l'électricité pour les Français, ou bien on augmente les taxes sur les plus hauts revenus. Ou bien on démolit les finances publiques locales, ou bien on taxe les revenus du capital. Il n'y a pas 36 choix et tous les députés devront en conscience voter pour faire des choix politiques assez forts à l'issue de ce budget-là. Notre objectif avec le PFU, c'était d'orienter l'épargne vers le financement de l'investissement productif.
Eh bien, c'est réussi. Nous avons réussi cet exploit qui permet ainsi aux entreprises de trouver des financements plus facilement. Grâce à ces financements, ils investissent. Grâce à ces investissements, il y a de la croissance. Grâce à cette croissance, il y a moins de chômage. Grâce à ce moins de chômage, il y a plus de revenus qui permettent d'encaisser des impôts sur les revenus. Voyez-vous, monsieur le ministre, vous demandiez pourquoi, en définitive, nous avons réussi à développer l'investissement dans notre économie. Voilà le raisonnement économique, les enchaînements macroéconomiques. Mais oui, mais c'est agaçant. Je terminerai par un dernier point. Je n'ai toujours pas la réponse à ma question. Pourquoi nous avons été, pour la 4e année consécutive, le premier pays d'accueil des investissements directs étrangers? Pourquoi? Eh bien parce que justement, nous avons mis en place des dispositifs qui favorisent... Merci, monsieur la baronne. La chanson, c'était jusqu'à maintenant, tout va très bien, madame la marquise, et c'est maintenant, tout va très bien, monsieur la baronne. Voilà, c'est ça, en fait. Non, mais au-delà, franchement, monsieur la baronne, n'en rajoutez pas. Vous savez, si tout allait bien, le bloc central ne serait pas sur si peu de travées. C'est ça la réalité. Juste un mot pour dire quand même, évidemment qu'au moment de la création du PFU, il y a eu des versements de dividendes qui avaient peut-être été gelés pendant un moment, mais comme l'a dit mon collègue Mattei, il y a eu aussi la fin de l'ISF qui a fait en sorte que les plus riches ont débloqué de l'argent dans le cadre des dividendes, et c'est ça qui a fait des versements pendant 2 ans. Mais aujourd'hui, avec ce qui est versé en termes de dividendes, je crois que si on était au barème de l'hier, bien entendu qu'on aurait des milliards et des milliards supplémentaires. C'est ça la réalité. 96% des dividendes sont détenus par 1% des personnes. Merci. On ne peut pas le comparer. Merci. Il n'est plus question qu'on entende ici, encore une fois, dans cette Assemblée, évoquer la valeur travail. Oui, quand on accepte de cette manière-là que le travail soit plus taxé que ne le sont les dividendes des actionnaires, il n'est plus question ensuite d'entendre parler de la valeur travail. Les Français, tous les habitants de notre pays doivent pouvoir vivre de leur travail et non pas en survivre. Mais aujourd'hui, ce sont les actionnaires qui vivent et qui vivent très bien et qui vivent très grassement du travail des autres. Qui non seulement sont gavés de dividendes, mais en plus sont moins imposés. La révolution de 1789 est née d'une crise fiscale. Elle est née d'un sentiment d'injustice fiscale avec des privilégiés de l'aristocratie et du clergé qui ne payaient pas. Et aujourd'hui, on se retrouve avec d'autres privilégiés qui payent moins ou qui ne payent pas et qui échappent à l'impôt. Et qui ne respectent pas la Déclaration des droits de l'homme qui dit que tous les citoyens seront imposés sur leurs facultés. Aujourd'hui, ce sont les petits qui payent gros. Merci, et les gros qui payent petits. On dit qu'il faut que tout le monde participe à l'effort. On veut enlever, je ne suis pas d'accord avec ça, mais le gouvernement veut enlever de l'argent aux retraités. Il veut faire en sorte que l'hôpital public paye, que les chômeurs payent. Et là, on parle du 2e crédit impôt qui coûte 6 milliards et on n'essaierait même pas d'aller chercher, d'aller réduire cet avantage pour ceux, non pas qui, sans ce crédit d'impôt, ne pourraient pas se payer ce service, mais qui s'en servent en réalité pour baisser leurs impôts parce qu'ils ont une telle fortune que de toute façon, ils pourraient avoir recours à ce service. Mais si ça existe, mais bien évidemment ça existe. Et dire le contraire, c'est un mensonge. Il y a la moitié de ce crédit impôt, repos qui sert aux 10% les plus favorisés. Nous avons d'autres Comment orateurs. pouvez-vous dire l'inverse? On ne veut pas changer quelque chose qui fonctionne. C'est ça le problème. Parce que finalement, Monsieur le Président, nous avons un désaccord sur la manière de voir les choses, mais c'est ça qu'il faut dire. En revanche, vous ne pouvez pas nous dire, et ça je refuse complètement, que nous ne voulons pas changer quelque chose parce qu'il ne fonctionnerait pas, parce que ça fonctionne, c'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas le changer. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez faire au travers ça? Et là, j'ai un profond désaccord avec vous, Madame Pires-Beaune, parce que finalement, vous voulez déposséder un certain nombre de Français qui utilisent aujourd'hui ce crédit d'impôt à hauteur de 50%. Et ce crédit d'impôt, il fonctionne. Il aide un certain nombre de personnes. Il participe aussi à ne pas se diriger vers le travail au noir. Donc, vous ne pouvez...
il aide en majorité des personnes qui travaillent. On parle de la deuxième dépense fiscale après le crédit impôt recherche. C'est 6 milliards d'euros. Ça profite pour la moitié aux 10% les plus riches. Et vous, vous dites, il n'y a pas de problème, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et on ne va pas le changer. Ben non, ça ne fonctionne pas très bien si la moitié profite aux 10% les plus riches. Ça ne fonctionne pas très bien en termes de justice fiscale. Honnêtement, on a compris. J'ai même envie de dire, excusez-moi, il y a un peu un conflit d'intérêts dans ce débat parce que j'ai bien compris qu'il y a des personnes qui se sentent directement concernées par cette mesure. Mais la vérité, c'est que la question du signal que vous ne voulez pas envoyer aux uns et aux autres, j'observe que quand vous vous apprêtez à augmenter le prix de l'électricité pour tout le monde, vous ne vous posez pas la question du signal, que quand vous allez attaquer tous les retraités, vous ne vous posez pas la question du signal, mais là, quand c'est les 10% les plus riches qui vont les plus impacter, là, vous vous posez la question du signal. Vous avez dit, ils ne l'utilisent que pour baisser leur impôt. Comme s'il y avait des gens qui payaient d'autres gens à faire des trous et à les reboucher, par exemple. Tout ça est une aberration complète, Monsieur le Président. Il y a une activité économique, il y a des emplois. Si juste, Madame la Présidente, il est possible, sans avoir des éructations du côté de l'extrême gauche, mais vos remarques, de pouvoir s'exprimer. Je vais vous laisser la parole et je vais demander aux personnes qui veulent s'exprimer fort de se retenir ou d'aller à l'extérieur. Mais c'est bon, en fait, les remarques, ça va aller. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et donc, dans ce cadre-là, j'aimerais bien savoir, à ce compte-là, toute personne qui paye l'impôt sur le revenu ici ne peut pas s'exprimer? Toute personne qui a un logement, à vos yeux, ne peut pas s'exprimer? Toute personne qui est employeur ne peut pas s'exprimer? Toute personne qui a des enfants ne peut pas s'exprimer sur l'allocation familiale? C'est ça votre vision du débat de l'Assemblée nationale? Et je voudrais juste vous suggérer quelque chose. Vous devriez bien de temps en temps, plutôt que de regarder de ce côté-là, essayer de regarder plutôt tous les emplois qui sont créés. Les emplois créés par l'ADMR, les emplois créés par des structures comme Shiva, ce serait nettement plus intéressant dans votre approche du budget.